Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministre de l'Éducation nationale, formation professionnelle, a clôturé sa tournée à Obok. Toujours dans l'actualité nationale, la deuxième rotation de l'unité des polices constituée du FPU2 de la gendarmerie nationale a regagné le pays. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient, où le camp des jeunes s'est vidé. C'est 30 000 résidents confirmés par l'UNRWA. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre. Poursuivant sa tournée dans le nord du pays, après la région de Tadjoura, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, a mis le cap sur la région d'Obok. Accompagné des autorités régionales, des parlementaires, de la représentante de l'UNICEF, des hauts cadres de son département, il s'est rendu successivement dans les localités de Ouardi et Siwali. À Ouardi, le ministre et sa délégation ont été accueillis avec ferveur par la population. Sans des chants et des danses traditionnelles, témoignage de la joie et de l'espoir que suscite sa visite. Le point d'orgue de cette étape a été l'inauguration de l'école rurale intégrée de Ouardi, une infrastructure éducative innovante conçue pour répondre aux défis de la scolarisation en milieu rural. L'établissement couvre 2 cycles complets allant du préscolaire de la 9e allée composé de 6 salles de classe, d'une bibliothèque, d'un logement pour les enseignants, d'une infirmerie, d'un dortoir et d'un réfectoire. L'école rurale intégrée de Ouardi est constituée une avancée majeure pour la scolarisation des enfants des 5 localités voisines. Désormais, ces élèves pourront poursuivre leur éducation au-delà du cycle primaire sans être contraints de quitter leur environnement familial. Après l'inauguration, le ministre s'est entretenu avec les représentants de la communauté et des parents d'élèves. Il aura présenté en détail le concept d'école rurale intégrée qui repose sur un principe fondamental, structurer et dynamiser les zones rurales en regroupant plusieurs campements ou petits villages autour d'un pôle éducatif central. Plutôt que de disperser les infrastructures scolaires, ce modèle encourage l'installation progressive des populations isolées à proximité de l'école, créant ainsi un village plus grand et mieux organisé. Lors d'une simple institution d'apprentissage, l'école devient alors le cœur d'un véritable centre de développement local autour duquel gravitent divers services essentiels. En effet, en plus de l'accès à l'éducation, l'école rurale intégrée favorise l'émergence d'infrastructures indispensables au bien-être des habitants, d'adduction d'eau, poste santé, commerce, de proximité holistique et ne se limite pas à la transmission des savoirs, mais contribue à améliorer durablement les conditions de vie des communautés rurales en rassemblant les populations et en créant un cadre structuré d'écoles rurales intégrées qui joue un rôle clé dans la lutte contre l'isolement et l'exode rural. Écoutons à présent le directeur de l'AFD et la représentante de l'UNICEF. Je suis très honoré d'être ici aujourd'hui et je voudrais peut-être, Monsieur le Ministre, si vous le permettez, adresser mon premier message aux enfants, aux femmes, aux hommes qui nous ont accueillis aujourd'hui, puisque c'est un accueil extraordinaire et je vous remercie infiniment d'avoir pris la peine de vous déplacer pour nous accueillir. Quelle semaine incroyable pour la région d'Obok. Monsieur le ministre, une vision c'est bien mais il faut la concrétiser et aujourd'hui encore une fois pour nous on est très fiers, l'AFD, d'avoir pu participer, d'avoir pu contribuer à la concrétisation de cette vision. Vous savez que depuis longtemps l'UNICEF est là, travaille auprès des communautés. L'AFD est là aussi et travaille dans l'éducation, dans le système éducatif depuis aussi de nombreuses années. À travers la construction des écoles, à travers les réformes du système, à travers les curricula, à travers aussi les cahiers qu'on a pu voir ici et les livres et les manuels scolaires. Et je peux vous dire, je suis très très émue aujourd'hui. J'ai presque pleuré quand je suis rentrée parce que c'est vraiment un endroit extrêmement joli avec une population très très chaleureuse et je vous aime beaucoup. Moi je voudrais vous féliciter d'abord bien sûr l'excellence monsieur le ministre et aussi remercier nos partenaires de l'Agence française du développement. Un grand merci. Et toute la communauté pour avoir réalisé ce projet phare d'une école rurale intégrée. Félicitations.
Et on est là aujourd'hui avec notre équipe. Et pourquoi on est ému? Parce que c'est vraiment un modèle phare pour l'intégration de l'éducation avec tous les mandats qui est lié à l'enfant. C'est aussi la santé, la nutrition, la protection, l'eau, l'assainissement, l'hygiène, tous les domaines qui sont liés à l'enfant et son bien-être sont réalisés ici. Félicitations. Et on a vu vraiment dans la région de Obok beaucoup de localités et on peut dire aujourd'hui déjà, Wadi, c'est un lieu très important parce que vous avez intégré beaucoup d'élèves, pas seulement de Wadi, mais j'ai entendu même, on a trouvé des élèves de Dadato ici et ça, c'est vraiment émouvant parce que ça change leur vie. Et on est ensemble avec mon ami, monsieur le ministre, et on a dit hier et avant, vraiment, l'éducation, ça change la vie, ça change l'avenir et ça change le moment. Et comme les dames, vous avez dit ça très clairement, ça change toute la perspective de la communauté. Félicitations, je vous remercie. Eh bien, intervenant lors de la réunion avec la délégation conduite par le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, le chef du village de Wadi a remercié le ministre et sa délégation pour leur visite, tout en mettant l'accent sur l'inauguration du collège tant attendu par les familles de Wadi. La réalisation du collège a eu un impact positif sur Wadi. Désormais, les familles ne sont plus contraintes de se déplacer vers Obok pour scolariser leurs enfants. Au nom de la population de Wadi et ses environs, je vous souhaite la bienvenue, a dit le chef de village de Wadi. Même si les doléances ne manquent pas pour une population isolée, comme à Wadi, aujourd'hui, nous donnons la priorité au ressenti de la population qui est fière que leurs enfants ne sont plus obligés de se déplacer à Obok pour le collège. Je remercie le ministre de l'Éducation qui avait promis qu'il viendrait inaugurer le collège de Wadi. De son côté, le parlementaire Ali Mohamed Hassan, dit Ali Boss, et le président du conseil d'Obok, M. Mohamed Ahmed, ont mis l'accent sur la création de ces écoles dans les zones éloignées pour favoriser l'accès à l'éducation pour tous. Les enfants aient droit à la scolarité sur l'ensemble du pays. Le député de l'Assemblée nationale, M. Ali Mohamed Hassan, dit Ali Boss, a remercié le ministre de l'Éducation, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, pour l'implantation des écoles dans les zones isolées près de la frontière. Cette situation de multiplication des écoles est très visible depuis l'arrivée du ministre Moustapha Mohamed Mahmoud à la tête du département de l'éducation, a souligné le député Al-Ahmed. Le ministre Moustapha s'est rendu dans les zones reculées pour s'enquérir de la situation sociale des populations. Je le remercie pour cette initiative, a dit en substance le député Al-Ahmed. Pour sa part, le président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Ismail, a souligné que le ministre de l'Éducation nationale, accompagné d'une forte délégation, se trouve à Obok pour constater de visu la situation éducative dans les régions reculées et pour inaugurer le collège de Wadi, dans laquelle nous nous trouvons. Le ministre est avec nous pour l'inauguration du collège. Nous avions beaucoup plaidé et le ministre l'avait aujourd'hui concrétisé. Sa promesse à Wadi est désormais son propre collège. Si les problèmes sociaux sont nombreux dans notre région, nous préférons donner la priorité à l'éducation, puisque c'est l'avenir pour nos enfants, a indiqué le président du conseil régional. Avec l'inauguration du collège de Wadi, les enfants de Wadi sont soulagés des difficultés rencontrées lors de déplacement vers Obok. Désormais, ces enfants sont scolarisés, a-t-il dit le président du conseil régional. Sur place, à Wadi, nous remercions au nom de toutes les familles de Wadi le ministre de l'Éducation nationale. Eh bien, le ministre a présenté en détail le concept d'école rurale intégrée qui repose, a-t-il dit, sur un principe fondamental, structurer et dynamiser les zones rurales en regroupant plusieurs campements ou petits villages. Écoutons le ministre. On va expliquer un peu ce qu'on entend par l'école rurale intégrée, mais en fait le concept est le suivant, c'est faire autour de l'école la vie. Et tout à l'heure, le rôle général a parlé de chômage des jeunes, des besoins d'emploi. Et nous, ce que nous voudrions dans ces projets, c'est qu'autour de l'école puisse avoir la vie. Ça veut dire quoi? Non seulement, c'est pas seulement l'école, c'est pas la lumière, c'est pas seulement l'eau, l'existence d'eau, mais vraiment, ce que nous voudrions faire, c'est venir faire installer autour de l'école toute la communauté qui sont dispersés pour qu'ils viennent faire leur vie autour de cette école. Et ainsi, donc, il y aura des activités génératrices d'emploi. Je prends un exemple. Par exemple, l'école a besoin, en matière de cantine scolaire, l'école a besoin de cheptels.
En général, maintenant, pour la cantine scolaire, nous achetons la viande d'un individu. Et ça, c'est pas moi, c'est la vision du président de la République. Il veut que la communauté s'engage à justement se prendre en charge l'élevage, notamment de ces cheptels, qu'ils les prennent en charge, que ça soit géré. Et l'école, lui, il ne fait que acheter ces produits gérés par la communauté. Pour ce qui est des jardins scolaires, la même chose. Au lieu que ce soit un jardin scolaire, un jardin communautaire. Et que nous, après, en matière de cantine scolaire, si nous avons besoin de légumes, de fruits, nous puissions également acheter de vous. Et ça vous crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi aux femmes, ça crée de l'emploi aux jeunes, ça crée de l'emploi en matière de vente à vous. Et donc ça crée de l'emploi autour. Aussi, il est question également même d'aller plus loin encore dans ce concept, c'est créer autour de cette école un logement décent. Du coup, ça développe la région. Et maintenant, c'est expérimenté au niveau de Wadi. Après, on ira dans une autre localité et faire la même chose dans une autre localité, ainsi de suite. Et on aura toute la région qui va se développer. Et c'est le cas pour toutes les régions de l'intérieur. La vision est là. La vision qui est portée par le président de la République, c'est comment, à travers la participation de la communauté, l'engagement de la communauté, c'est-à-dire l'État, les partenaires vont vous appuyer. Mais il faut que, bien sûr, vous participiez, et ça nous le répétons, et c'est un exemple, les partenaires que nous suivent, mais également c'est un modèle pour Djibouti, que même nous sommes amenés, dans une conférence internationale, à l'expliquer et à partager également avec nos pays amis africains. Ça va plus loin, ce projet d'école rurale intégrée, et nous avons besoin de votre appui et de votre campagne. Merci. Eh bien, poursuivant son périple, le ministre s'est rendu, cette fois-ci, à Siouali, où il a inauguré une école primaire construite en 2022. Cet établissement flambant neuf offre un environnement propice à l'apprentissage. L'école comprend plusieurs salles de classe, une classe préscolaire. Eh bien, après avoir dévoilé la plaque symbolisant l'inauguration, le ministre a pris le temps d'échanger avec le comité de gestion de l'école et les représentants de la population locale. Ces derniers ont exprimé leur gratitude pour cette réalisation qui marque une avancée majeure dans l'éducation de leurs enfants. Cependant, ils ont également exprimé plusieurs besoins pour le fonctionnement optimal de l'école, notamment l'installation des panneaux solaires, la construction d'un réfectoire et d'un logement pour les enseignants. En réponse, le ministre a assuré que ces doléances trouveront des réponses positives. Toutefois, il a souligné que l'effectif reste encore faible et encourage les habitants à inscrire tous les enfants des campements avoisinants afin de renforcer la viabilité de l'école et garantir son développement futur. Pour plus de détails, écoutons à présent la représentante de l'UNICEF. C'est la dernière journée de notre tour de 2 semaines avec le ministre pour visiter les écoles dans les places les plus éloignées du pays. Aujourd'hui, on est là et on s'excuse pour hier. Vraiment, j'ai bien compris que vous avez préparé et on vous remercie. Et oui, on est là quand même aujourd'hui. Et je suis très émue de voir ce qu'on a créé ici ensemble. Et on a parlé beaucoup des écoles rurales intégrées. C'est pas seulement l'éducation qui est important, mais aussi tous les secteurs qui sont liés au mandat de l'enfant. Ça inclut la nutrition, la santé, la protection, l'eau, l'assainissement. Et aussi, bien sûr, on a beaucoup travaillé avec la région, avec nos amis, dans la lutte contre la malnutrition et contre les MJF aussi. Je suis très, très fière de vous et de l'UNICEF. On reste à vos côtés. Je voudrais aussi m'adresser aux femmes, juste pour partager, comme j'étais une très jeune fille, j'étais timide comme vous. C'était très dur pour moi de parler à côté d'une grande audience. Mais je peux vous dire, nous femmes, nous sommes très très fortes. Et si moi je peux le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Bravo. Eh bien, le chef du village de Siouali, Mohamed Kamil, a remercié le ministre de l'Éducation pour ses nombreux projets éducatifs dans les zones reculées près de la frontière et pour sa visite à Siouali. Il a aussi félicité le président de la République, son Excellence Ismaël Benguele, pour sa vision politique. À Siouali, le ministère de l'Éducation a pris plusieurs initiatives pour améliorer les conditions éducatives. Nous remercions le ministre pour cela, M. Moustapha Mohamed Mohamed. Quand besoin, nous sollicitons l'amélioration de la cantine scolaire et un dortoir pour héberger les élèves de l'école de Siouali.
Eh bien, le préfet a remercié le ministre de l'Éducation, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, pour cette réalisation qui marque, a-t-il dit, une avancée majeure dans l'éducation des enfants de la région de Bok, dans les zones isolées près de la frontière. De son côté, le ministre a souligné que l'effectif reste encore faible et encourage les habitants à inscrire tous les enfants des campements avoisinants. Écoutons le ministre. C'est la deuxième fois que je viens ici à Souali. La dernière fois, c'était au moment de la tournée pour découvrir un peu ou explorer les différents bassins de recrutement de la présence des enfants dans les différentes localités et surtout les localités les plus reculées. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis de retour. Je suis de retour avec bien sûr une école construite avec trois salles de classe, également les latrines. Je crois que nous avons une classe de première année, une classe de deuxième année, mais le nombre reste insuffisant. Parce qu'une école, elle n'est pas construite que pour une petite localité, pour un petit campement. C'est pas comme une mosquée, juste pour les habitants qui habitent dans les quartiers. Une école, elle couvre tout un cercle, ou ce que nous appelons un bassin de recrutement. Et tous ces enfants, normalement, qui se trouvent dans les localités environnantes, doivent fréquenter cette école. Demain, on va disponibiliser la navette. Ces enfants que vous dites, ils sont là-bas, il faut les ramener. Et l'inspecteur va venir et il va vérifier. Aussi, ils avaient parlé de la cantine scolaire. La cantine scolaire est proportionnelle, bien sûr, au nombre d'élèves. D'ailleurs, c'est le président du conseil régional qui est responsable de la gestion et du suivi de la cantine scolaire, avec bien sûr l'inspecteur. Le point de départ, c'est déjà de mettre dans ces différentes localités l'éducation. Et une fois que l'éducation est mise en place, après on crée autour de cette école la vie. Et le gouvernement et le président de la République en premier sont bien sûr disposés et disponibles. Maintenant, nous attendons l'engagement et la participation des responsables, bien sûr, et de locales de ces localités-là. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi la délégation djiboutienne a pris son envol depuis l'aéroport international de Djibouti pour participer au 38e grand festival interculturel qui se tiendra en Inde du 7 au 24 février. Une cérémonie de départ s'est tenue au salon VIP de Air Djibouti en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hiboum Assoué, de l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti, M. Kiv, ainsi que les hauts responsables du ministère et de l'ambassade. La délégation conduite par M. Abdelkarim Mohamed Mir, chef de service développement et promotion des arts, est composée de la chef de service communication, Mme Fatou Robley Waberi, ainsi que la troupe des 13 jeunes talents encadrés par d'éminentes personnalités du monde artistique qui promet d'enrichir cette rencontre par des échanges culturels profonds et significatifs. Cette journée mémorable s'est achevée par une photo de famille immortalisant une nouvelle fois une page d'histoire sur la coopération culturelle entre Djibouti et l'Inde. Eh bien, l'ambassadeur indien, M. Kivam, a exprimé sa joie de voir ces jeunes talents prendre part au festival qui se déroule dans son pays et a rappelé la participation éclatante d'artistes djiboutiens lors des éditions précédentes, renforçant ainsi les liens entre ces deux nations sœurs. Pour sa part, la ministre djiboutienne, Dr Hiboum Assoué, a indiqué que cette initiative représente une étape cruciale pour les jeunes artistes de Djibouti, leur offrant des opportunités inestimables de rencontrer interculturels, d'apprentissage et de partage des compétences. Écoutons la ministre. Au grand plaisir d'accompagner le départ des participants, des artistes.
jeunes talents participants qui vont partir participer à ces grands festivals culturels, d'échanges interculturels, je dirais, on est à son 38e édition. Djibouti y avait participé en 2020, donc elle y participe à nouveau en 2025. Les artistes qui sont partis là-bas en 2020 sont avec nous, donc c'est le 4 mars, mais cette fois-ci ils y vont en tant que formateurs, en tant qu'encadreurs, et les jeunes talents ont eu la chance donc de participer à cette 38e édition. C'est un travail de longue haleine et des coopérations culturelles avec l'ambassade de l'Inde qui fait énormément de choses en termes de développement culturel. Et donc aujourd'hui, on est heureux, on est fiers à ce que les ambassadeurs qui représentent Djibouti en Inde et ceux qui sont ici avec nous puissent permettre le bon déroulement de ce travail de coopération culturelle. C'est la première fois qu'on a une délégation aussi nombreuse. On leur dit, vous avez une chance inouïe de représenter toute la diversité culturelle et artistique de Djibouti et d'apprendre de l'Inde et tous les pays qui vont venir aussi exposer leur culture. Donc, vous êtes des ambassadeurs de cette culture et que la jeunesse puisse porter haut la culture djiboutienne, c'est une très bonne chose. Donc, soyez vraiment impliqués, engagés et revenez-nous avec plein d'expériences, Inch'Allah, et on vous dit bon voyage, bonne route. Autre actualité, cette fois-ci après une année d'engagement dévoué passé en République centrafricaine dans le cadre du maintien de la paix, la deuxième rotation de l'unité de police constituée de la gendarmerie nationale a regagné le pays hier avec le sentiment de devoir accompli. Les gendarmes vêtus de belles uniformes et coiffés de leur béret bleu ont foulé le sol national, accueillis avec admiration par le colonel Zakaria Hasnaden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, une délégation d'officiers supérieurs. Chaque membre du contingent arborait fièrement la médaille des Nations Unies qui lui a été décernée en reconnaissance de leur dévouement et de leur professionnalisme. Cette prestigieuse distinction symbolise leur contribution à la paix et à la sécurité internationale. Il a rappelé qu'au cours de leur mission, le contingent de la gendarmerie de Djibouti a joué un rôle crucial dans la stabilisation de la République centrafricaine, participant activement à la protection des populations civiles en renforçant de l'état de droit et à la promotion de la sécurité dans un contexte particulièrement exigeant. Le chef d'état-major de la gendarmerie a déclaré en substance être immensément fier de l'excellence, du courage et du professionnalisme dont a fait preuve le contingent tout au long de cette mission. Après l'accueil particulier organisé en leur honneur, au niveau de l'aéroport, les gendarmes de la FPU ont été acheminés sous bonne escorte au centre d'instruction du Cheikh Moussa. Sport à présent, sous une matinée radieuse, la société de gestion du terminal de Doralé a accueilli avec enthousiasme l'arrivée des 10 nouveaux portiques à pneus RTG à bord d'un navire Yuanfu destiné à renforcer la performance et l'efficacité du terminal. Lors de cette réception qui s'est tenue sur le quai, le CEO de la SGTD, accompagné des différents responsables techniques et logistiques, était présent pour superviser cette étape de clé du développement des infrastructures portuaires. Ces équipements de dernière génération permettront d'optimiser les opérations de manutention, de réduire les délais de traitement des conteneurs et d'améliorer la fluidité du trafic au sein du terminal. Comme vous le savez, le terminal de Doralé, fleuron national, pilier stratégique du commerce maritime de Djibouti, joue un rôle central dans le développement économique du pays. L'acquisition de ce nouveau RTG s'inscrit dans une dynamique d'innovation et de modernisation continue visant à maintenir la compétitivité et la capacité d'accueil du port face aux exigences croissantes du commerce international. Grâce à ces investissements, la SGTT confirme son engagement d'offrir des services portuaires toujours plus performants, ainsi et accompagner la croissance du secteur maritime national, régional et international. En renforçant ses capacités, le terminal de Doralé se positionne comme un hub logistique incontournable contribuant à la fluidité des échanges commerciaux à l'échelle régionale et mondiale. Ces investissements interviennent dans un contexte de forte croissance pour la SGTD à la veille du Nouvel An.
La société a célébré avec ses employés un record historique de plus de 1 200 000 traités en une année, consolidant ainsi la position du terminal d'Oralé comme hub logistique majeur dans la région. Avec l'arrivée de ces nouveaux équipements, la GTD entend poursuivre ces dynamiques et offrir des services portuaires toujours plus performants, répondant aux exigences du commerce mondial. Eh bien, le directeur général, M. Abdillahi Adao Siged, s'est réjoui de l'acquisition de ces nouveaux équipements, soulignant qu'ils permettront de renforcer les capacités du terminal et d'améliorer davantage la fluidité des opérations. Il a également mentionné que la présence d'aujourd'hui vise à accueillir ces équipements et accompagner leur mise en service. Il a souligné qu'il s'agit d'un projet stratégique pour renforcer les activités du terminal. Enfin, il a remercié le gouvernement, les autorités portuaires ainsi que les clients du port pour leur soutien et leur confiance. Sport à présent, où le secrétariat d'État chargé des sports, en collaboration avec la Fédération djiboutienne d'athlétisme, a organisé aujourd'hui la 24e édition du semi-marathon international de Djibouti. Ce semi-marathon a eu lieu à capitale, au stade Hassan Goulet. Comme les années précédentes, la 24e édition a attiré les athlètes des plusieurs pays qui se présentent sur scène et ont répondu présents pour y prendre part. Parmi ces athlètes étrangers qui sont accueillis à Djibouti, on distingue ceux de l'Éthiopie, du Kenya, de Tunisie, du Rwanda, Angola, Burundi, Somalie et de la Belgique. Le semi-marathon international de Djibouti est un événement sportif majeur qui attire chaque année des centaines de coureurs de tout niveau et de toute nationalité. Les athlètes djiboutiens mènent la course et sont en première place. Il s'agit là de M. Mohamed Ismaël de l'armée djiboutienne qui a remporté la première place avec le temps d'1 heure et 2 minutes 35 secondes. Il est suivi par Adenou Abeli de la garde-côte. L'Université de Djibouti, en collaboration avec le secrétariat exécutif de la gestion des risques et des catastrophes, a organisé avec succès une formation intensive dédiée à la médecine des catastrophes et à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles. Cet événement s'est tenu du 2 au 9 et jusqu'au février prochain et a rassemblé des acteurs pluridisciplinaires afin de renforcer les capacités nationales face aux crises sanitaires et aux risques majeurs. Il sera clôturé par un exercice de grande nature pour mettre en œuvre les enseignements de la semaine. Destiné aux professionnels de santé de toutes les structures sanitaires du pays, le CHU, le ministère de la Santé, le service des santé des armées, à travers sa direction de l'hôpital militaire, mais aussi aux structures sanitaires de la police nationale, de la gendarmerie nationale, et de la Caisse nationale de sécurité sociale et aux forces de défense et de sécurité, à la Direction nationale de la protection civile, aux gardes-côtes, ainsi qu'aux représentants du ministère de l'Intérieur via son secrétariat exécutif de la gestion des risques et catastrophes. Cette formation a favorisé les échanges entre les acteurs clés des services qui concernent la gestion des situations sanitaires exceptionnelles. L'objectif était d'harmoniser les pratiques, améliorer la coordination institutionnelle lors d'urgences complexes, qu'il s'agisse des catastrophes naturelles, Premier séminaire de ou des crises formation humanitaires. que nous faisons ensemble sur ce sujet. Et je tiens à remercier ici l'université à Djibouti qui nous a donné les moyens de réaliser cet enseignement. Et c'est un enseignement où nous partageons nos connaissances. Nous allons réaliser des exercices, des travaux pratiques qui ne sont pas faits couramment en France. Un exercice comme celui qui va se dérouler est un exercice qui nous permet, à nous, de s'inspirer de ce que vous réussissez à faire et de vous donner ce que nous avons aussi réussi à faire de notre côté. Direction Arta, où une équipe mobile conduite par le médecin
chef de la région sanitaire d'Arta, Dr Yacoub Hussein Ardeye, s'est rendu dans la localité de Qablaqlan afin de dispenser des soins et assistance à la population locale. Au cours de leur visite, le préfet et le médecin ont rencontré et échangé avec les habitants de cette petite localité afin de recueillir leur opinion et leur attente en matière de santé. Le préfet de la région, Hassan Dabalé, a rassuré les habitants que les passages des équipes mobiles seront dorénavant plus fréquents et réguliers. Au terme de cette visite de journée, l'équipe mobile a réalisé plus de 28 consultations aux femmes et plus de 56 consultations adultes. À la fin, plus de 300 moustiquaires ont également été distribués aux ménages ruraux dans le cadre de la prévention contre le paludisme. Et bien dans notre magazine de ce soir, direction le sud du pays, où à l'instar du reste du monde, la douane djiboutienne a célébré hier la journée mondiale de la douane. L'occasion pour les douaniers de se rassembler autour d'une même cause. Célébrer dans la joie et l'allégresse, c'est en présence de leur directeur général, Goulet Ahmed Youssouf, une journée qui a été placée sous le haut patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Al Mohamed. Dans notre grand format d'aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir les méthodes de lutte de cette institution face aux contrebandiers, mais plus encore les moyens que ces hommes et femmes ont à leur disposition pour mener à bien leur mission. C'est une immersion au sein de la douane brigade d'Ali Sabié de Galilée. Regardez ce reportage de la rédaction avec les images de notre correspondant d'Ali Sabié, Mohamed Cheikh Aboubakar. Face à l'augmentation des activités illégales à travers les frontières, des membres de la brigade de la douane d'Ali Sabié intensifient leurs efforts pour combattre la contrebande. Ce phénomène, qui affecte l'économie nationale, nécessite une réponse efficace et coordonnée. Dans ce reportage, nous allons vous faire part les nouvelles stratégies mises en place pour lutter contre ces fléaux. La contrebande est une activité illégale qui consiste à introduire des marchandises dans un pays sans passer par les voies officielles et sans payer les taxes requises. Le gouvernement djiboutien lutte sans relâche contre toute forme de trafic illicite par le biais de la Direction générale de la douane et des droits indirects. Pour cela, cette institution déploie des moyens dans les frontières et des équipes mobiles qui mènent en collaboration avec l'armée, la police, les gendarmes, des opérations de contrôle dans les principaux points d'arrivage des produits de contrebande. Ces agents de la douane saisissent ainsi chaque semaine une gamme variée de marchandises composée de cigarettes, des produits pharmaceutiques, jerrycans de kérosène, alcool, cat, produits cosmétiques, entre autres, et tous en provenance des pays voisins. Malgré l'usage des manières multiples à tromper les vigilances des douaniers postés à l'entrée du pays et dans les environs éloignés, ces derniers réussissent par leur tomber dessus. C'est ce qu'a fait donc savoir un douanier expérimenté. Le transporteur de drogue sévèrement réprimé par la loi ne manque pas d'astuces pour cacher et introduire ces produits dans le pays. Pour venir à bout de ce fléau qui représente des énormes pertes pour l'économie du pays, la brigade de la douane d'Ali Sabié mène jours et nuits des opérations musclées dans les montagnes pour dissuader les contrebandiers. Nous menons une lutte sans relâche contre les produits illicites sous toutes ses formes, ici à Galilée, à la frontière avec l'Éthiopie. Des produits multiples stupéfiants, cat, médicaments et d'autres produits périmés, nuisibles à la santé de la population. C'est notre quotidien, nuit et jour, en collaboration avec les détachements de la police, de l'armée, de la région d'Ali Sabié. J'en rappelle à une prise de conscience à ceux et celles qui veulent se lancer dans ce genre d'activité. Nous serons intransigeants face à vous.
Pour faire face à ce trafic, la Direction générale des douanes et des droits indirects, à sa tête le directeur général M. Gouled Ahmed Youssouf, que je tenais à remercier ici, a mis tous les moyens à notre disposition pour contrer ce fléau. Je ne manquerai pas de remercier également le préfet de la région d'Ali Sebieh, Abdul Malik Mohamed Benoïta, qui nous épaule dans notre travail de tous les jours. Ces hommes et ces femmes se sont engagés dans une lutte sans merci contre la contrebande et les trafics illicites dans le but de prévenir les menaces que fait peser l'économie souterraine. La douane djiboutienne s'efforce d'assurer avec beaucoup de rigueur et de dévouement la mission qui est la sienne, celle de garantir la protection du territoire et l'économie du pays. Sport pour clore l'actualité nationale, la Fédération djiboutienne de natation a organisé ce vendredi la cérémonie de clôture de la formation à l'aisance aquatique dans l'enceinte de la piscine nationale. Cette formation destinée à 32 élèves d'officiers de l'AMIA visait à acquérir et à maîtriser des compétences aquatiques essentielles dans le cadre de leur préparation militaire. Durant 3 semaines, ces jeunes militaires ont reçu des cours théoriques et pratiques qui leur ont été dispensés par nos experts. Par cela, l'AMIA a voulu renforcer la polyvalence de leurs futurs officiers dans le domaine de la mer, un espace qui n'a aucune raison d'échapper de la portée de nos militaires. À l'issue de ces stages, ont acquis une bonne maîtrise de l'environnement aquatique, un atout fondamental dans leur devenir des meneurs d'hommes. La cérémonie s'est clôturée en présence du représentant du secrétariat d'État chargé des sports, de la Fédération djiboutienne de natation et du commandement de l'AMIA. Elle marque une étape clé dans la collaboration entre les institutions sportives et militaires pour le développement des compétences physiques et opérationnelles des forces armées. L'importance et la collaboration entre les institutions militaires et sportives pour la formation et la préparation physique de pour nos futurs officiers. Je remercie aux formateurs qui ont fait un travail remarquable et un travail de professionnalisme. Et les techniciens sont la colonne vertébrale de toutes les fédérations. Nous espérons que cette formation marquera le début d'une longue coopération entre la Fédération djiboutienne de natation et l'Académie militaire inter-armée. Dans l'actualité internationale, selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, Jenin prend une direction catastrophique. Des grandes parties du champ ont été complètement détruites par une série de détonations des forces israéliennes. On estime que 100 maisons ont été détruites ou fortement endommagées. Les résidents de ces camps ont enduré l'impossible. Selon nos informations, tous les résidents du camp ont quitté le camp depuis hier matin, a déclaré depuis Amman, en Jordanie, Juliette Toulma, directrice de la communication de l'UNRWA, lors d'un point de presse. Ceux qui ont fui se trouvent dans des zones environnantes ou dans d'autres camps proches, a-t-elle précisé. Selon elle, la journée la plus violente a été celle du dimanche dernier, avec une forte explosion coïncidant avec le jour où les écoliers devraient retourner à l'école. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.